Une journée, celle de la mondiale de la liberté et de la presse, célébrée aujourd'hui, alors que la Mauritanie occupe désormais le premier rang en Afrique et dans le monde arabe et le 33e rang mondial. C'est ce qui ressort d'un rapport de Reporters sans frontières. Une évaluation, celle relative à l'avancement des projets engagés par le ministère de l'Équipement et des Transports, et c'était l'objet d'une réunion aujourd'hui au siège de ce département. Des activités, celle à juste du délégué général de Tazor, marquée donc par l'inauguration d'un complexe et la signature de conventions de coopération avec 3 conseils régionaux, à savoir celui de l'Inchiri, de l'Adrar et du Tagan. Tels étaient donc les principaux titres du journal, et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 3 mai 2024, un journal placé sous le signe des médias et pour cause. D'abord, le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, et ensuite la Mauritanie occupe désormais la première place, donc le premier rang dans le monde arabe et en Afrique, et le 33e rang mondial. C'est ce qui ressort donc du rapport de Médecins sans frontières, rapport rendu public justement à l'occasion de cette journée. C'est le rapport pour 2024. Et puis, bien entendu, à l'occasion de cette journée, le président de la République félicite la famille de la presse. C'est ce qui ressort d'un tweet qu'il a rendu public. Que dit exactement ce tweet, El-Hajj Abdallah Din? À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, j'adresse mes sincères félicitations à tous les membres de la famille journalistique, les assurant de continuer à œuvrer à la création d'un environnement plus approprié pour les journalistes, afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions en harmonie avec les lois et l'éthique de cette noble profession. Voilà donc les félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour la famille de la presse à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, domaine dans lequel, je viens de le dire, la Mauritanie occupe désormais le 33e rang mondial et le premier rang dans le monde arabe et en Afrique. C'est ce qu'annonce donc le rapport de Reporters sans frontières pour l'année 2024, rapport rendu public à l'occasion justement de la journée célébrée aujourd'hui. Alors, c'est donc les rangs occupés maintenant par la Mauritanie, c'est le fruit de toute une série de réformes juridiques et institutionnelles judiciaires. C'est ce que dit un communiqué du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, un communiqué rendu public à l'occasion justement de la journée, mais aussi à l'occasion de ce rapport. Voici ce que dit le communiqué dans son intégralité avec Yedali Fall. Notre pays est classé premier en Afrique et dans le monde arabe et 33e au niveau international dans le classement mondial de la liberté de la presse, selon le rapport de Reporters sans frontières pour l'année 2024. Après s'être classé 94e au niveau international, 3e dans le monde arabe et 14e en Afrique lors de l'élection de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en 2019. Le pays est passé de la catégorie des pays où la liberté de la presse souffre de problèmes préoccupants à un statut favorable, ce qui constitue un saut qualitatif et un témoignage et une appréciation remarquable des efforts considérables déployés par le gouvernement sous la direction du président de la République pour moderniser le secteur de la presse et permettre aux journalistes d'exécuter leur métier dans un climat de liberté et de professionnalisme. Ce classement n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet d'une série de réformes juridiques et institutionnelles qui ont commencé par la constitution d'une commission nationale chargée de la réforme du secteur des médias qui a identifié dans son rapport les déséquilibres les plus importants qui entravent le travail journalistique, suivi par la promulgation de lois réglementant le secteur en élargissant les pouvoirs de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel à part. D'autres mesures vont dans ce sens, comme l'adoption du décret sur les services de presse électronique, la loi sur les journalismes professionnels, la restructuration du soutien public à la presse privée, passée du simple au double,
l'amélioration des conditions des journalistes dans les institutions médiatiques publiques, dans le respect de la diversité et l'élargissement des champs de liberté et la croissance de l'espace audiovisuel avec 2 licences pour des chaînes au cours de ces 2 dernières années. Dans ses félicitations à la famille de la presse à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a souligné la nécessité de continuer à œuvrer à la création d'un environnement plus favorable aux journalistes pour leur permettre d'exécuter leur métier dans le respect des lois et la déontologie de cette noble profession. Voilà un communiqué donc du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à l'occasion donc de cette journée internationale de la presse et surtout à l'occasion donc du nouveau rang occupé par la Mauritanie en ce qui concerne la liberté de la presse, on l'a dit déjà, première place dans le monde arabe et en Afrique, 33e dans le monde. Eh bien, c'est des progrès qui ont été soulignés par ce rapport témoignage donc de l'importance des réformes institutionnelles et juridiques traduites depuis 2019, donc depuis l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, une évolution bien appréciée en premier lieu par les premiers concernés. Bokar Baïleba. À la faveur d'importantes réformes engagées ces dernières années, la presse mauritanienne récolte un grand fruit. Et ce fruit n'est autre que le premier rang arabo-africain dans le domaine de la liberté de la presse, selon le rapport 2024 de l'association Reporters sans frontières, publié à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le paysage médiatique national connaît donc un nouveau souffle. Les médias aussi bien publics que privés connaissent une liberté de ton jamais égalée, abordant divers thèmes et donnant la parole à tous et sans restriction. Hussein Medou est le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. Se félicite de cette grande distinction. Il indique que cette distinction est le résultat d'importants efforts déployés par les pouvoirs publics et la famille de la presse ces dernières années. Le président de la HAPA précise que ces réformes ont été accompagnées par la création d'un fonds de soutien à la presse, d'une commission nationale chargée de la réforme du secteur des médias. À cela s'ajoutent d'autres mesures comme l'adoption du décret sur le service de presse électronique, la promulgation de lois réglementant le secteur en élargissant les pouvoirs de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. La presse mauritanienne occupait l'année dernière la 86e place. Et cette place est désormais passée en 2024 au 33e rang du classement mondial de la liberté de la presse sur 180 pays, soit un décalage de 53 points. Nous nous réjouissons, nous sommes très honorés et très fiers de figurer comme numéro 1, aussi bien en Afrique que dans le monde arabe, en matière de liberté de la presse, ce qui constitue une très grande avancée par rapport à 2023, où nous occupions la 88e place. Maintenant, nous occupions la 33e place sur le plan mondial, la 33e place sur le plan mondial et la première place en Afrique et dans le monde arabe, ce qui veut dire que donc il y a eu énormément d'efforts qui ont été consentis pour effectivement rendre effectif cette liberté de la presse et nous n'avons qu'à saluer donc les efforts menés par le gouvernement mauritanien ainsi que les institutions comme la HAPA qui ont contribué, qui ont largement contribué à installer donc ce climat de sécurité pour les journalistes mauritaniens. Les professionnels des médias affirment aussi que cette distinction illustre les réformes engagées ces dernières années pour la professionnalisation du travail journalistique. Ensemble, la place de la presse dans un état de droit est significative, d'autant plus que la presse permet l'éducation citoyenne pour un meilleur éveil des mentalités afin de renforcer la culture démocratique dans notre pays. Des progrès donc importants dans le domaine de la liberté de la presse ont été soulignés donc par Reporters sans frontières dans son rapport 2024 rendu public aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce vendredi. Il y a donc lieu
est l'occasion d'une double célébration. D'un côté, bien entendu, celle de la journée, et de l'autre côté, bien entendu, il faut bien célébrer ces progrès réalisés par la Mauritanie, tant sur le plan mondial que sur le plan régional. Alors, c'est ce qu'a fait le syndicat des journalistes mauritaniens, cette double célébration. C'est dans ce cadre qu'ils ont inscrit leur activité aujourd'hui, El-Hajj Abdallah Din. Cette manifestation commémorative du 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, a connu la participation de nombreux journalistes appartenant à des organes des médias divers, nationaux, internationaux, publics et privés. Les organisateurs ont choisi la solidarité journalistique pour empêcher les meurtres des journalistes palestiniens comme thème pour cette manifestation. Les journalistes ont brandi des pancartes dénonçant les pratiques sionistes à l'encontre des Palestiniens en général et les journalistes en particulier. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Talib Ma'loum, a précisé que la Journée internationale de la presse ne peut être célébrée cette année comme auparavant, en raison de la grande tragédie que vivent beaucoup de journalistes palestiniens. Il a dénoncé les violations des droits des journalistes et les mauvaises pratiques de l'occupation sioniste en Palestine. Dans le même sens, le président des syndicats des journalistes mauritaniens a indiqué que la Mauritanie occupe la première place dans le monde arabo-africain en termes de la liberté de la presse, soulignant que cet indicateur s'inscrit dans le cadre des progrès réalisés en Mauritanie. De son côté, le conseiller à l'ambassade de Palestine à Nouakchott a déclaré que la destruction des institutions médiatiques par l'occupation israélienne vise à cacher les violations des droits de l'homme menées par l'occupant sioniste dans son pays. Il mérite d'être mentionné que le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant une recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO. Voilà donc pour cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous venez de le voir, les syndicats des journalistes de Mauritanie, à l'occasion donc de cette journée, qui a coïncidé avec la publication du rapport de Reporters sans frontières 2024 sur les libertés de la presse. Je rappelle que la Mauritanie occupe désormais le 33e rang sur le plan mondial et le premier rang dans le monde arabe et en Afrique. Voilà, après les médias, maintenant les pédagogiques. Les pédagogiques avec cet atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Atelier qui a été lancé aujourd'hui à l'INI, l'école normale des instituteurs de Nouakchott, sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La thématique, c'est l'enseignement des sciences et des mathématiques. Alors, combien de participants donc, à cet atelier lancé aujourd'hui à Nouakchott? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. On prit part à cet atelier de validation du cadre stratégique des politiques nationales en matière d'enseignement, des sciences et des mathématiques, plusieurs cadres du secteur de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif, des professionnels, experts et spécialistes. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a dit qu'en prenant en référence l'article 71 de la loi d'orientation, qui n'est que la constitution de l'éducation d'aujourd'hui, précise l'importance d'enseigner les sciences et les mathématiques. Ce qu'explique, ajoute-t-il, que cette rencontre est une activité scientifique. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé que l'objectif de cet atelier est de mettre en place une documentation pour renforcer le système éducatif au collège et au lycée en ce qui concerne les filières de mathématiques, de sciences et techniques. Pour mettre en exergue l'importance de cet atelier, M. Mohamed Mahmoud Ould Siadi, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a pris la parole pour préciser que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi d'orientation. Cette activité a été marquée par la présentation d'un exposé sur le thème de cet atelier. Cet exposé a été présenté par Dr Mohamed Ali Woudouli, directeur de l'école polytechnique.
Dans son exposé, il a mis en exergue l'importance des sciences, des mathématiques et de ces données dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà donc la validation du cadre stratégique de l'enseignement des sciences et des mathématiques. C'était l'objet de cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, un atelier dont les travaux ont été lancés par le ministre en personne. Et son collègue de l'équipement et des transports, lui, il a tenu une réunion. C'était au siège de son département. Et l'objet de cette réunion, c'était donc de faire le point sur l'avancement des projets engagés par son département. Précision sur cette réunion avec Yedali Fall. L'objet de cette réunion est la discussion de l'état des projets exécutés par le département de l'équipement et des transports. L'occasion pour le ministre de l'équipement et des transports d'exposer devant l'assistance les projets confiés à son département. 44 projets sont en exécution pour le département, a dit le ministre, avant d'ajouter que plus de leur tiers étaient en retard. Actuellement, 13 projets sur les 44 ont été entièrement exécutés et remis. 3 nouveaux projets ont été lancés. Il s'agit du projet de construction de la route à Tarshingiti, Sawata Mungel et Borat Barkewal. Des projets nouveaux qui sont venus s'ajouter à ceux que nous avions à exécuter, a dit le ministre. Actuellement, notre département a donc 33 projets en exécution. 227,7 milliards d'anciennes ouguias, c'est le montant total de ces 34 projets et représente presque la moitié du portefeuille d'investissement de l'État dans tous les domaines, a dit le ministre. Le ministre a souligné que son département a mis en place une stratégie qui consiste à produire des rapports sur tous les projets en exécution. Il a souligné que 8 projets sur les 34 devaient normalement être exécutés et terminés car leur délai d'exécution est fini. Le ministre a déclaré que chaque semaine, son département transmet un rapport détaillé sur ces projets au Premier ministre. Chaque mois, un communiqué est examiné au cours du Conseil des ministres sur les projets, a dit le ministre. À la fin de son propos, le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré qu'une réunion avec les bureaux de contrôle a débouché sur des recommandations strictes qui peuvent aller jusqu'à la résiliation des contrats. Une évaluation donc sur l'avancement des projets engagés par le ministère de l'Équipement et des Transports. Tel était l'objectif de cette réunion dont vous venez de voir les images. Réunion donc qui était présidée par le ministre en personne. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec d'abord les activités du délégué général de Tazor à Agjoust, la capitale de l'Inchiri. Activité marquée d'une part par la signature d'une convention entre cette agence et 3 conseils régionaux, à savoir celui de l'Inchiri, celui de l'Adrar et celui d'Itagan. Et d'autre part, ces activités ont été marquées par une inauguration donc, par le délégué général de Tazor. Précision sur tout cela avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, compte rendu travaillé en français par Bokar Baïlaba. À l'image des complexes construits à Sepra et Riyad à Nouakchott, la Moukata d'Agjoust dispose d'un complexe réalisé par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Le complexe est composé, à l'instar des autres ouverts à travers le pays, d'espaces pour les jeunes, d'un terrain de football, d'une salle de jeux électroniques et de magasins de vente de denrées alimentaires à des prix subventionnés. Ces boutiques offriront également des opportunités d'emploi permanent en groupe de jeunes de la Moukata. Et à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, a déclaré que ce complexe constitue un incubateur d'activités pour la jeunesse. En d'autres termes, il s'agit d'une incarnation des orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour soutenir les couches vulnérables de la société. Il a indiqué que Tazor s'emploie pour concrétiser les objectifs de solidarité et d'entraide en assurant la maintenance et la gestion rationnelle de ces installations créées dans l'intérêt des citoyens. À son tour, le maire de la commune d'Agjoust a loué la mise en œuvre de cette importante structure, exprimant sa satisfaction quant aux interventions mises en œuvre par Tazor
en exécution des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. La mise en œuvre de ce complexe constitue un ajout qualitatif aux infrastructures de développement au niveau de la Moukata. Toujours à Akjoust, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, accompagné du wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a supervisé au siège du conseil régional de l'Inchiri la cérémonie de la signature d'un partenariat et d'un accord de coopération entre Taazour et les régions de l'Inchiri, Ladrar et Tagant. L'accord au titre duquel les conseils régionaux bénéficieront d'un montant de 150 millions de guillas vise à encourager la décentralisation conformément au programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et à concrétiser les priorités liées à rapprocher les services des citoyens. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Hamoud Mohamed, a souligné l'importance qu'accorde le président de la République aux conseils régionaux et à la décentralisation comme une approche de gestion du pays. Et il a rappelé que ces wilayas disposent de nombreuses oasis qui participent dans la création de la valeur ajoutée à l'économie nationale, indiquant que ces oasis offrent de nombreuses opportunités d'emploi en plus de leur contribution significative à la sécurité alimentaire. À son tour, le président de la région de l'Inchiri, Cheikh Malaïdine Abidil Kharabi, a souligné l'importance de cet accord qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a indiqué que l'accord avec les conseils régionaux de chacune des régions du Tagant, de l'Adrar et de l'Inchiri constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs de Taazour. À leur tour, les présidents des régions de l'Adrar et du Tagant ont souligné l'importance de l'accord pour renforcer la décentralisation et mettre en œuvre des projets locaux qui améliorent leur niveau de vie, en particulier les groupes les plus vulnérables. A rappeler que cet accord est le deuxième du genre avec une entité locale, après celui qui a été signé récemment avec la commune de Nouadhibou. Voilà les activités du délégué général de Taazour en Inchiri à Akjoust précisément aujourd'hui. L'inauguration donc d'un complexe pour la capitale de l'Inchiri et la signature, vous venez de le suivre, de cet accord entre Taazour et ses trois conseils régionaux, à savoir celui de l'Inchiri, celui de l'Adrar et celui du Tagant. Autre signature, mais cette fois à Nouakchott, et c'était également aujourd'hui la signature d'un accord, cette fois, entre le ministère de la Santé, la Caisse nationale d'assurance maladie et le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Alors, sur quoi porte, que visent ces documents? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cet accord entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM permet à 1000 personnes à besoins spécifiques spéciaux d'accéder aux services d'assurance maladie de la CNAM. Il s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la couverture maladie permettant à 4000 personnes à besoins spécifiques spéciaux d'avoir accès à l'assurance maladie. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Ahmedou Adai Khaitara, a indiqué que cet accord entre dans le cadre de l'objectif visé afin de permettre à 4000 citoyens à besoins spécifiques spéciaux d'avoir accès aux services de santé, ce qui, indique-t-il, fait partie de la convention qui a été paraphée en 2020. Cet avenant consacre l'évolution considérable du cercle d'intervention de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a connu une évolution très importante, se traduisant par 105% depuis 2019 à nos jours, considérant l'intérêt majeur qu'accorde son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, aux couches déshéritées. Le nombre d'adhérents a considérablement évolué. Et aujourd'hui, en intégrant 1000 nouveaux adhérents, la Caisse nationale d'assurance maladie est disposée à accomplir toutes les formalités qui vont faciliter l'accès rapide des concernés à la couverture médicale. Rappelons que l'objectif de cette convention est d'atteindre l'assurance maladie universelle à l'horizon 2030. Cette convention a été donc signée aujourd'hui par le ministère de la Santé représenté par son secrétaire général, le secrétaire général du MASEF et le directeur général
de la CNAM. Et ça, c'était donc aujourd'hui à Nouakchott qui abrite actuellement la 6e édition du Salon des produits algériens. Coup d'envoi de cette 6e édition, c'était hier soir, une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie. Compte rendu Moussa Ndiaye. L'adoption des textes juridiques en améliorant certaines procédures administratives afin de créer un environnement d'affaires idéal qui attire des investissements en Mauritanie, la 6e édition du Salon algérien des produits a été lancée ce vendredi à Nouakchott. Ce forum économique mauritano-algérien qui se tient en marge de la foire des produits algériens en Mauritanie est porteur de grand espoir à cet égard. Mesdames et messieurs, la Mauritanie, comme vous le savez, dispose de toutes sortes de ressources naturelles, notamment du poisson, de l'élevage, de l'agriculture, du pétrole, du gaz, de l'uranium et de l'hydrogène vert. Avec son vaste littoral atlantique et ses ports, havres de marina, elle constitue l'une des portes d'entrée les plus importantes d'Afrique. La Mauritanie possède, en plus de sa façade maritime, une façade désertique non moins importante. Nos ancêtres, tout au long de l'histoire, malgré les conditions naturelles hostiles, ont pu s'installer dans ce vaste désert qui regorge de richesses en tout genre. Grâce aux caravanes, ils sont parvenus à dompter et le transformer d'un spectre effrayant en un pont d'échange à travers lequel sont écoulés or et marchandises. Cette tradition commerçante et cette prédisposition à jouer les intermédiaires entre les deux ensembles du continent est l'une des richesses les plus précieuses que nous tenons à sauvegarder. En évaluant les échanges commerciaux entre la Mauritanie et l'Algérie, on constate que les relations économiques entre les deux pays frères se portent bien. L'expérience de cette exposition nous a fait observer un engouement extraordinaire des opérateurs économiques algériens qui se bousculent maintenant à venir en Mauritanie pour répondre aux besoins de l'économie mauritanienne et pour répondre aussi aux besoins des ménages mauritaniens. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, notre tour à travers les différents stands, les produits exposés sont offerts à des prix compétitifs et ils sont de qualité compétitive également. Et nous souhaitons en dernier lieu tout le succès à nos opérateurs économiques, tout le succès aux opérateurs économiques mauritaniens et vive l'amitié algéro-mauritanienne et vive la relation et la coopération algéro-mauritanienne. M. Mohamed Afdal Oulbetah, vice-président de l'Union nationale du patronat mauritanien, a dans son discours dit que cette activité ne fait que renforcer le partenariat économique entre la Mauritanie et l'Algérie. De son côté, M. Razi Youssouf, président de la partie algérienne du Conseil des affaires, a précisé que le climat est favorable pour un travail efficace dans le but d'accompagner les efforts des hautes autorités des deux pays en vue de renforcer les échanges commerciaux et investissements entre la Mauritanie et l'Algérie dans différents secteurs, notamment, dit-il, dans les domaines électroniques, alimentaires, pharmaceutiques et autres. Quant au secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne, M. Dahan Khaled, n'a pas manqué dans son intervention de mettre l'accent sur le progrès qu'a connu la coopération entre la Mauritanie et l'Algérie. Il est à préciser que le Conseil mauritano-algérien des affaires s'est tenu à Nouakchott pour évaluer les étapes déjà franchies et les dispositions à prendre pour renforcer le partenariat économique, encourager des investissements et mettre en valeur les échanges commerciaux
entre de deux pays amis, l'Algérie et la Mauritanie, pour le bonheur de deux peuples frères. Ça, c'était donc le lancement de la 6e édition du Salon des produits algériens. C'était hier soir à Nouakchott, une manifestation qui doit durer environ une semaine. Une manifestation qui commence, une autre qui s'achève. Il s'agit de cette session de formation organisée par la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Nouakchott. Une formation donc dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui. Alors, sur quoi a porté cette formation et combien de journalistes en ont profité? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Plus de 30 journalistes et blogueurs ont été mis au parfum de la couverture professionnelle des élections. Ces derniers ont bénéficié de cours pratiques afin de les outiller en tant que spécialistes de l'information sur les questions essentielles dans le cadre d'une élection, à savoir la mise en place d'une charte éthique, les techniques d'interview, l'agenda du citoyen, le fact-checking, la lutte contre la désinformation, entre autres. Cette formation est conjointement organisée par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA et l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. Cette formation... En des mois d'une élection cruciale, qui est l'élection présidentielle du mois de juin 2024. Et aujourd'hui même, nous célébrons le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. L'ONG Reporters sans frontières vient de publier son rapport annuel classant notre pays au premier rang en Afrique et dans le monde arabe. Elle souligne les progrès indéniables enregistrés dans le paysage médiatique mauritanien après la création de la constitution de la commission de réforme du secteur des médias et l'adoption du gouvernement de ces résolutions. Pour revenir à votre session, est-il encore besoin de rappeler que la période électorale est souvent marquée par des tensions, vient à point nommé pour combattre, cette formation vient à point nommé pour combattre la désinformation, le fake news, le discours de la haine, l'assurance de l'égal accès aux candidats, et j'espère vivement que cette formation a contribué à relever votre niveau dans des échanges interactifs. J'ai saisi encore l'occasion pour remercier M. Peter Gallo, notre éminente formatrice Mme Sarah Washer et les participants à notre. J'espère que cette formation n'est que le prélude à l'ouverture d'autres pistes de coopération entre nos deux institutions. Les journalistes informer les populations qui sont en jeu, qui sont les thèmes, les sujets très importants pour aborder et pour faire une décision très importante. Et pour ça, je vous remercie pour votre participation. Je remercie la HAPA aussi parce que c'est un partenariat très important. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour la démocratie, pour vous et pour nous. Les participants ont à la fin de ces 5 jours de session de formation reçu leur attestation de fin de formation. Voilà pour cette session de formation donc pour des journalistes sur la couverture professionnelle des élections. Le reportage a été marqué par 2 interventions, vous venez de le voir. Il s'agit de celle du président de la APA, M. Hussein Medou, et celle du chargé des relations publiques de l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, M. Peter Gallès. Voilà, on va terminer ce journal par une page sportive, surtout le handisport et notamment le basketball. Précision avec Bokar Baïloba. C'est un sport peu connu. Pourtant, ceux qui le pratiquent rivalisent souvent dans les parquets pour exprimer leur talent. Ce sport n'est autre que le basketball fauteuil roulant, appelé communément handi-basket. Un sport qui s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, la première édition du championnat national de triathlon de basketball pour les personnes à besoins spécifiques vient de voir le jour sous le haut patronage de la première dame Mariam Vadelda, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement. Organisée par la Fédération mauritanienne d'handisport, cette compétition de 2 jours regroupe 5 clubs nationaux, 3 clubs venant de Nouakchott, à savoir les clubs de Riyad, Tafrazaina et Darnaïm, et 2 clubs des villes de Nouadhibou et Rosso. Et à cette occasion, le président de la Fédération mauritanienne d'handisport, Mohamed Mouride, a souligné l'importance de cette compétition. Et il a en outre salué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour soutenir le handibasket dans notre pays.
Le tournoi est considéré comme une répétition préparatoire aux participations internationales pour cette catégorie. C'est le premier projet Test Basket 3, donc c'est sous le haut partenariat de la première dame, Mariam Tidda, qui est notre marraine, qui a fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Et donc elle a aussi le droit d'être un peu honorée. Nous aussi, en tant que sportifs handicapés, nous l'avons voulu honorer pour lui montrer quand même que la Fédération des sports aussi est à ses côtés pour le travail remarquable qu'elle fait au niveau national qu'au niveau de la région Nouakchott, surtout en particulier vers les personnes handicapées de Mauritanie. Ils sont derrière le chef de l'État, bien sûr, Mohamed Cheikh Ghazouani. Et nous demandons aussi que nous sommes là derrière eux et que les handicapés sont à leur service pour pourquoi pas bien sûr participer pour la réussite de notre cher parti qui est la Mauritanie. Le principe de jeu de handi-basket est le même qu'au basket pour les valides. 2 équipes de 3 joueurs s'affrontent pendant 4 périodes de 10 minutes et l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de points remporte le match. Voilà pour cette compétition de handi-basket qui se déroule actuellement à Nouakchott et c'est là pendant 2 jours. Et c'est sur cette compétition que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le tweet présidentiel pour féliciter la famille de la presse à l'occasion de la journée mondiale de la presse célébrée aujourd'hui. Cela coïncide avec la Mauritanie qui occupe désormais le premier rang dans le monde arabe et en Afrique et le 33e sur le plan mondial dans le domaine de la liberté de la presse. C'est ce que dit le rapport de Reporters sans frontières pour 2024 rendu public donc à l'occasion de cette journée. Ici, nous sommes au ministère de l'équipement et des transports à l'occasion d'une réunion d'évaluation de l'avancement des projets engagés par ce ministère. Et ici, nous sommes à Agjoust avec l'inauguration d'un complexe pour la capitale de l'Inchiri. C'était aujourd'hui, mais aussi avec la signature d'un accord entre Tazor et 3 conseils régionaux, à savoir celui de l'Inchiri, celui de l'Adrar et celui d'Itagan. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Et je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre donc le Dewat Mauritania et bien entendu, actualité oblige. Les thèmes de ce soir, c'est la liberté de la presse en Mauritanie. Les invités des journalistes donc qui vont discuter de cette thématique et l'occasion s'y apprête. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.